On a souvent cette image un peu cliché en tête quand on pense à l'intelligence artificielle, pas vrai? Ouais, les fameuses lignes de code verte qui défilent façon Matrix. C'est ça. Des immenses fermes de serveurs hyper froides, super bruyantes, et des résultats qui tombent comme des oracles après des jours de calculs invisibles. C'est très clinique, très détaché. Complètement. C'est une boîte noire, en fait. Exactement. Mais aujourd'hui, on va changer totalement de perspective pour notre plongée en profondeur. Imaginez plutôt une ferme de fourmis. Une ferme de fourmis? Ouais, une ferme de fourmis numérique. Un truc vibrant de couleurs, grouillant d'activité, où l'on pourrait s'amuser à jouer au créateur avec un simple mouvement de doigt. Ah, je vois où tu veux en venir. Sauf que ces fourmis, ce sont pas des insectes. Ce sont de minuscules algorithmes d'apprentissage automatique, des réseaux de neurones miniatures en pleine compétition acharnée pour leur survie sur une grille partagée. C'est vraiment une image parfaite pour décrire ça. N'est-ce pas? C'est le monde vertigineux qu'on va explorer aujourd'hui. On plonge dans des recherches absolument fascinantes publiées en avril 2026 par Luc Darlot chez Sakana AI. Ça s'appelle Digital Ecosystems et franchement, ça bouscule pas mal de nos certitudes sur l'IA. Et d'ailleurs, le véritable tour de force de ce travail, c'est pas juste d'avoir créé une simulation où 5 espèces neuronales s'affrontent, même si visuellement parlant, c'est hypnotique. Ouais, j'ai vu les vidéos, c'est incroyable. L'innovation de rupture ici, c'est vraiment l'accessibilité. Historiquement, pour simuler la vie artificielle à ce niveau de complexité, avec des agents qui apprennent de manière totalement autonome, il fallait mobiliser des ressources de calcul massives, des grappes de serveurs entières, quoi. Ouais, les fameux supercalculateurs. Exactement. Mais ici, tout a été repensé pour opérer en direct. Et le plus fou, ça tourne dans un simple navigateur web. Il n'y a pas de supercalculateur caché derrière. C'est dingue. C'est juste un chercheur, ou même un curieux, face à cette boîte de pétri numérique qui réagit en temps réel à la moindre modification qu'on lui impose. Alors, ok, décortiquons tout ça. Parce que l'idée d'une boîte de pétri qu'on peut manipuler en direct à la volée, ça change complètement la façon dont on fait de la recherche, non? Totalement. C'est un changement de paradigme. Parce qu'avant ça, le processus était hyper passif. On paramétrait une expérience, on lançait la machine en croisant les doigts, on allait se faire un café, ou on partait carrément en week-end pour les grosses simulations, et on revenait analyser des données froides et figées. C'est exactement le paradigme classique en apprentissage automatique. C'est ce qu'on appelle les balayages de paramètres en lot. D'accord. En gros, on teste tout d'un coup. C'est ça. On lance des milliers de simulations en parallèle, avec de minuscules variations pour chacune, et on filtre celles qui ont produit un résultat intéressant à la fin. C'est super efficace pour optimiser un modèle, mais c'est totalement aveugle à ce qui se passe pendant le processus. Ah ouais, on rate toute l'action en fait. Exactement. On rate les événements transitoires, on rate ces moments de bascule éphémère où le système hésite entre deux états. La plateforme de Sakana AI, elle, permet de plonger littéralement la main dans la matrice pendant qu'elle tourne. C'est genre comme si on pouvait mettre un film sur pause, changer le décor et relancer l'action pour voir comment les acteurs réagissent. C'est une très bonne analogie. Le système enregistre des points de sauvegarde, des checkpoints très légers. Un peu comme dans un jeu vidéo? Complètement. Cela permet de figer l'univers à un instant T, de modifier une règle fondamentale de la physique de ce monde et d'explorer de multiples futurs alternatifs à partir de cette même racine. On génère des hypothèses à la vitesse de la pensée. C'est le rêve absolu pour un chercheur. Mais concrètement, un monde aussi malléable, ça doit être fragile, non? Si on touchait un bouton et qu'on modifie une règle de survie, tout l'écosystème risque de s'effondrer en quelques secondes. C'est le risque, oui. C'est un équilibre très précaire. Dans les sources, j'ai vu qu'ils ont mis en place des filets de sécurité pour éviter ça. Il y a d'abord ce qu'ils appellent la restriction de présence. En gros, ça empêche les espèces mortes de continuer à hanter la grille et de fausser les calculs de leurs voisins. Oui, un peu comme un nettoyage de la mémoire spatiale. Ça, c'est très logique. Mais le deuxième mécanisme, la réapparition d'urgence, ça m'a fait un peu tiquer. Ah, la réapparition d'urgence. C'est un mécanisme algorithmique qui intervient dès qu'une espèce voit sa population chuter sous un seuil critique. Le système va instantanément réinjecter 5 cellules de cette espèce sur la grille. Juste au dernier moment. Voilà, la sauvant in extremis de l'extinction totale. Faut savoir que dans les anciens modèles d'automates cellulaires, une simple petite fluctuation ou un changement brusque de paramètres anéantissait souvent des espèces entières de manière irréversible. Mais attends, je bloque un peu là-dessus. Si le système ressuscite magiquement une espèce dès qu'elle est sur le point de perdre, c'est de la triche, non? De la triche. Comment ça? Bah,
On parle d'un écosystème compétitif, de la survie du plus fort, et d'un coup, on a une main invisible qui vient remettre le perdant sur le plateau. Est-ce qu'on n'est pas en train de fausser complètement les lois de l'évolution de cette simulation? C'est une excellente remarque et franchement, c'est un point de friction méthodologique très débattu. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que l'objectif principal des chercheurs n'est pas de simuler une nature parfaite ou un darwinisme pur et dur. Ah bon? C'est pas le but de créer un truc réaliste? Non, pas du tout. Si on laisse la nature suivre son cours après un gros choc systémique, il n'en restera qu'un. Et une grille avec une seule espèce gagnante, ce n'est plus un écosystème, c'est juste un écran monochrome. Ouais, un seul bloc de couleurs, c'est sûr que c'est moins fun à regarder. Et surtout, la simulation perd tout son intérêt interactif. Les auteurs précisent explicitement que la dynamique observée n'est pas une stabilité spontanée. Ce qu'on regarde, c'est une coexistence quasi stationnaire sous un plancher d'immigration artificielle. Donc, en forçant ces espèces à rester sur le plateau, les chercheurs créent une sorte de substrat en perpétuelle pension. Exactement. On doit vraiment se positionner comme des scientifiques qui calibrent un microscope pour observer la mécanique pure de l'apprentissage continu. On n'est pas des documentaristes animaliers observant la nature à l'état sauvage, tu vois. Je vois. C'est un terrain de jeu sous perfusion, maintenu en vie juste pour qu'on puisse le torturer un peu et voir comment il réagit. C'est une façon de le dire, oui. Et justement, parmi les tortures possibles, il y a la modification des règles de la réalité physique de ces cellules. J'ai été fasciné par ce paramètre qu'ils appellent la porte de croissance. On peut imaginer ça comme un curseur qui contrôle à quel point cet univers est impitoyable. Techniquement parlant, cette porte de croissance, c'est un paramètre de contrôle global. Pour faire une analogie avec la théorie de la complexité, c'est un peu comme le célèbre paramètre Langton. Le fameux paramètre lambda, ouais. C'est un curseur mathématique qui dicte à quel point l'univers est strict sur la transition entre la vie, la mort et la naissance. Elle définit la violence avec laquelle l'algorithme tranche le sort d'une cellule en fonction de la force de son voisinage. Et ce qui est fou, c'est de voir l'impact visuel direct de ce simple chiffre. Quand on règle cette rigidité à un niveau très élevé, genre autour de 17,5 sur leur échelle, l'univers est extrêmement rigide. Très rigide, oui. La tolérance est nulle. La survie devient super binaire. T'es fort, tu vis. T'es faible, tu disparais. Visuellement, ça donne des territoires aux frontières ultra nettes, très lisses. Les espèces restent sagement de leur côté. C'est très ordonné, les petites blessures se réparent instantanément. Même. Mais c'est franchement ennuyeux à regarder. Voilà. C'est un état de haute friction. Les entités sont tellement contraintes par la dureté de l'environnement qu'elles s'enferment dans des états stables et statiques. Il n'y a plus de dynamique. Et c'est là qu'on s'amuse avec le curseur. Exactement. Si l'on détend un peu ce paramètre, si l'on assouplit cette porte, on arrive dans une zone très particulière. Autour de 4,9, on permet à des états intermédiaires, des zones grises, d'exister. La survie n'est plus garantie, mais la mort non plus. Et c'est là qu'on observe ce que la littérature appelle la frontière du chaos. La fameuse lisière, oui. Et ça porte tellement bien son nom. À 4,9, l'écran devient complètement bouillonnant. Les lignes droites disparaissent pour laisser place à des textures fractales, des tourbillons de couleurs, des zones d'expansion et de recul. C'est magnifique à voir. Les frontières deviennent des zones de négociation permanente. C'est vivant. Mais attention si on a le malheur de baisser ce curseur à 4,6. C'est l'effondrement absolu. Ouais. La disparition totale de la structure. Plus aucune règle, juste un clignotement aléatoire où rien n'arrive à s'ancrer. D'ailleurs, en lisant ça, j'ai tout de suite pensé à une analogie humaine. Ah oui? Laquelle? Genre une conversation dans une grande entreprise. À 17,5, avec des règles strictes, c'est la réunion très formelle, le monologue descendant. Chacun reste à sa place. C'est hyper structuré, mais on n'innove pas. C'est mortellement stérile. D'accord, l'environnement corporatif classique. Exact. Et à l'extrême inverse, à 4,6, il n'y a plus de hiérarchie ni de règles de prise de parole. Tout le monde hurle en même temps, c'est la panique, la cacophonie totale. Personne s'écoute. Je vois très bien le genre de réunion. Mais à 4,9, à cette fameuse frontière du chaos, c'est le brainstorming parfait. C'est suffisamment libre pour que les idées se bousculent et se mélangent, mais juste assez structuré pour qu'un projet commun en émerge. C'est une métaphore très pertinente, vraiment. Que ce soit en biologie, en sociologie ou dans l'apprentissage automatique, les systèmes les plus adaptables, ceux qui génèrent de la complexité et de la nouveauté, se situent toujours sur cette crête étroite entre l'ordre stérile et le chaos indescriptible. Et pour explorer un peu plus loin ce chaos, j'ai vu que les chercheurs ont manipulé un autre levier, la température de compétition. Oh, le mode gladiator. Ah ah, c'est exactement le terme.
Le mode gladiateur, hein. Bah oui, ils ont abaissé cette température à 0,1. Et dans ce régime, la compétition devient instantanée et sans pitié, du type le vainqueur rafle tout, mais à l'échelle microscopique. Une vraie boucherie numérique. Totalement. La moindre petite variation décimale dans les forces en présence décide du vainqueur d'un pixel à l'instant T. À l'écran, cela produit ce qu'ils nomment un attracteur de mélange scintillant. Et ça ressemble à quoi exactement pour quelqu'un qui regarde l'écran? Imagine la friture visuelle sur une très vieille télévision mal réglée. Tu vois cette neige grise et blanche? Ah oui, très bien, ça pique les yeux. Bah voilà. Chaque pixel change de propriétaire à une vitesse frénétique. À l'œil nu, c'est juste du bruit absolu. Mais les chercheurs ont une idée brillante. Appliquer un filtre temporel. Un filtre temporel. Au lieu de regarder chaque image instantanée, ils ont fait une sorte de photographie à longue exposition pour révéler ce qui perdure dans le temps, au-delà du scintillement. Et c'est là qu'on a un moment eureka. Sous cette tempête de bruit où chaque pixel semble muter frénétiquement, il y a une géographie secrète. C'est stupéfiant, oui. Des territoires majeurs résistent et conservent leur forme fondamentale. Le chaos n'est qu'une écume à la surface. Je trouve ça dingue de se dire que l'ordre arrive à survivre sous une couche d'agitation aussi violente. C'est la résilience de l'algorithme face au bruit extrême. Et puisqu'on parle de survie et de territoire, j'aimerais qu'on aborde ce qui se passe quand on force ces entités à faire l'impensable. Il faut rappeler que le cerveau de ces espèces, il est programmé pour une seule chose à la base, s'étendre par la descente de gradient. Oui, la descente de gradient, dans ce contexte de compétition spatiale, c'est un peu comme un randonneur aveugle qui cherche toujours à monter plus haut. Toujours optimisé. Exactement. Chaque espèce essaye d'optimiser sa propre fonction de survie, de maximiser son territoire, et ce, uniquement aux dépens des autres. Il n'y a aucune ligne de code qui récompense l'entraide. Elles sont structurellement, intimement égoïstes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que malgré cet égoïsme codé en dur, la simulation nous montre l'émergence d'une coopération pacifique. C'est incroyable. C'est le point culminant de l'étude pour moi. Ils ont réussi à faire cohabiter ces entités en utilisant un protocole qu'ils appellent le cyclage des seuils. Ça se déroule en 3 actes, c'est bien ça? Oui, c'est une sorte de chorégraphie environnementale très précise. Étape 1, le mélange permissif. On assouplit les règles de survie au maximum pour que toutes les espèces s'entremêlent intimement sur la grille. C'est un vrai brassage chaotique. Tout le monde se mélange, pas de frontières claires. Ensuite, étape 2, la cristallisation. Soudain, on augmente brutalement le seuil de survie. L'environnement devient extrêmement hostile. Une sorte de période glaciaire de la simulation, en quelque sorte. Exactement ça. Les espèces n'ont plus d'autre choix que de se replier sur elles-mêmes, de s'agglomérer pour être plus fortes et de former des territoires défensifs avec des frontières extrêmement nettes et agressives. Chacun protège son bout de gras. Puis vient l'étape 3, la relaxation coopérative. On relâche à nouveau la pression de l'environnement. Et logiquement, on s'attendrait à ce qu'elles profitent de cette accalmie pour repartir à l'assaut, non? Reprendre leur guerre d'expansion aveugle et égoïste. C'est ce que la descente de gradient classique voudrait. Mais c'est pas ce qui se passe. Visuellement, le résultat est magnifique. Au lieu de se massacrer, elles se mettent à construire des motifs en damier. Elles s'intercalent les unes dans les autres, pacifiquement, partageant l'espace disponible comme dans une mosaïque parfaite. C'est une symbiose visuelle incroyable. Mais le détail qui m'a vraiment cloué sur place, c'est l'explication de pourquoi elles coopèrent. Ça n'arrive pas au hasard du tout. Cette paix, elle n'apparaît qu'entre les espèces qui étaient physiquement voisines pendant la phase hostile de cristallisation. C'est le concept de dépendance au chemin emprunté ou path dependence en anglais. Le passé dicte le futur des interactions. C'est fou que la machine ait une mémoire de ça. Pendant la phase de frontière stricte, cette guerre de tranchées, si l'on veut, les réseaux de neurones de ces cellules voisines se sont entraînés à contrer les attaques spécifiques de l'autre. Leurs stratégies d'attaque et de défense se sont coadaptées localement. En gros, c'est comme 2 pays voisins qui passent des années à concevoir des armes et des défenses l'un contre l'autre. Leurs formes géopolitiques épousent leurs stratégies respectives. Exactement. Et le paradoxe fascinant, c'est que lorsqu'on retire la pression de la guerre, lorsqu'on relaxe l'environnement, cette même coadaptation locale se révèle être une parfaite complémentarité spatiale. Comme des pièces de puzzle qui ont été limées l'une contre l'autre. Oui. Cette coopération en damier n'a absolument rien à voir avec de l'altruisme éthique ou une morale programmée. C'est une coopération purement émergente issue de la mémoire mécanique et spatiale du conflit.
La géopolitique des pixels. Leur sociologie est totalement forgée par l'histoire de leurs frontières. Ça donne presque le vertige, honnêtement, de voir une notion aussi humaine que la diplomatie géopolitique émerger d'une simple équation d'optimisation. C'est la magie de l'émergence dans les systèmes complexes. Et en parlant de ce qui fait tourner ces entités, que se passe-t-il si on va fouiller directement dans leur moteur cognitif, si on change la nature mathématique de leur apprentissage? Dans leurs expériences, les chercheurs utilisent les fameux points de sauvegarde pour créer un multivers à partir d'une même image figée en changeant juste l'optimiseur. Alors, l'optimiseur, pour poser le contexte, c'est l'algorithme qui dicte comment le réseau de neurones ajuste ses poids pour apprendre de ses erreurs. C'est le cœur du moteur de l'apprentissage. D'accord. Et ils ont testé quoi comme moteur 1? Ils ont testé 3 futurs alternatifs avec 3 moteurs différents. Le SGD classique, le LGD avec Momentum et enfin l'optimiseur Adam, qui est très populaire aujourd'hui en IA. Alors, on va prendre le temps de bien comprendre les différences parce que c'est central. Le SGD classique, la descente de gradient stochastique de base, on va dire que c'est le bon élève prudent, c'est ça? On peut dire ça. La croissance est lente, les ajustements se font petit à petit et ça aboutit à un équilibre territorial très stable, presque ennuyeux. Mais dès qu'on introduit la notion de momentum, là, ça dérape. L'inertie change toute la donne spatiale. Le SGD, avec Momentum, conserve une mémoire cinétique de la direction dans laquelle il a récemment progressé. Si une espèce commence à gagner du terrain sur une autre, le momentum va la pousser à accélérer dans cette voie. Un effet boule de neige, en fait. Oui, le problème, c'est qu'elle va surcorriger. Elle va pousser son avantage trop loin, s'étendre bien au-delà de sa zone de viabilité et s'effondrer sous son propre poids. Ce qui laisse évidemment la place à la victime suivante pour contre-attaquer. Et ça crée cette boucle infinie. C'est un jeu de pierre-papier-ciseaux à l'échelle d'un monde entier, avec une domination tournante. L'espèce A mange la B, s'effondre, la C prend le relais. C'est un cycle d'empires qui se construisent et s'effondrent, oui. Mais ça, c'est presque prévisible comparé à ce que fait l'optimisateur Adam. Quand il branche Adam, la simulation perd littéralement la tête. Complètement. On a des espèces qui déclenchent des raz-de-marée, repeignent 75% de la grille d'un coup, puis explosent en vol. Comment un simple algorithme mathématique justifie-t-il un tel comportement bipolaire, disons? Pour comprendre le comportement d'Adam, il faut comprendre ce qui le rend si utile dans le machine learning classique aujourd'hui. Il est auto-adaptatif. Ça veut dire quoi en pratique? Adam ajuste la taille de ses pas d'apprentissage en se basant sur la variance qu'il perçoit. Concrètement, s'il observe beaucoup de changements brusques, il se méfie, il avance prudemment. Ok, ça a l'air intelligent. Oui, mais si l'environnement est très calme et stable, la variance chute. Adam se dit alors « je dois être plus sensible pour capter les signaux faibles ». Il augmente considérablement la sensibilité de ses capteurs. Ah, je vois. Il s'ennuie dans le calme, donc il monte le volume au maximum. C'est ça, le système devient hypersensible. Dès lors, la moindre petite perturbation causée par le voisinage va être amplifiée de manière disproportionnelle. La fameuse étincelle dans la poudrière. Exactement. Une minuscule escarmouche locale se transforme instantanément en une mobilisation totale des ressources. L'espèce lance une offensive globale aveugle, s'étire bien trop vite sur la grille, et inévitablement, les conditions de survie n'étant plus réunies, c'est le crash total. C'est fascinant parce qu'on part d'une configuration au pixel près identique, n'est-ce pas? Et le simple fait de changer la façon dont elles calculent leurs erreurs va condamner l'univers à la stagnation, à des cycles éternels de révolution ou à des bulles spéculatives qui finissent en crash dévastateur. Et tout ça en quelques secondes. C'est vrai que c'est fulgurant. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là qu'on comprend l'intérêt crucial de ne pas automatiser totalement la recherche. L'intervention humaine reste la clé. Absolument. La façon dont la mécanique interne d'une équation entre en collision avec la géométrie spatiale d'un environnement crée des effets impossibles à anticiper. Il faut un humain derrière l'écran qui regarde, qui s'étonne d'un mouvement soudain, qui met la pause et qui décide de creuser cette anomalie. Ce qui m'amène d'ailleurs à ma manipulation préférée de l'étude. Jusqu'ici, on a touché aux lois de l'univers et à la psychologie interne des cellules. Mais on peut aussi jouer aux architectes avec le monde physique. Oui, la construction biogéographique. C'est ça. Oubliez le code, on parle carrément de prendre un pinceau avec la souris et de dessiner des murs noirs infranchissables au milieu du territoire de ces cellules, comme dans Paint. On injecte de la géographie solide par-dessus la fluidité algorithmique. Les chercheurs se sont amusés à dessiner des cloisons, des chambres isolées, des goulots d'étranglement, et la dynamique comportementale des espèces change instantanément. C'est-à-dire?
Eh bien, un obstacle physique inerte devient une ressource défensive. Les espèces vont s'y adosser, s'y agripper pour protéger leurs flancs. Elle transforme les murs en boucliers. J'ai vu qu'en faisant ça, des petites enclaves d'espèces dominées arrivent à survivre des milliers de cycles d'apprentissage simplement parce qu'elles sont nichées dans un recoin artificiel. L'environnement physique l'emporte sur l'optimisation mathématique. C'est une belle démonstration de la primauté de l'espace sur l'algorithme pur. Mais le plus drôle, franchement, c'est ce qui se passe quand le chercheur prend la gomme virtuelle et efface une petite portion du mur. Ah oui, quand une brèche s'ouvre, modifions brusquement la topologie locale. Et là, c'est la ruée vers l'or. On a l'impression d'ouvrir les portes d'un grand magasin un jour de solde. Les espèces de part et d'autre s'engouffrent frénétiquement dans l'ouverture pour coloniser le vide avant que l'algorithme ne retrouve un nouveau point d'équilibre. C'est fou de voir à quel point la forme de l'espace dicte la stratégie de survie. C'est la confirmation visuelle que l'architecture spatiale n'est pas qu'un conteneur passif pour l'apprentissage automatique, c'est un participant actif. Interagir avec la géométrie à la volée, c'est un moyen direct de tester la résilience et la vitesse d'adaptation d'un réseau de neurones confronté à un événement en signe noir, tu vois, un changement totalement imprévu de son environnement. Donc, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, la plateforme de Sakana AI nous permet de manipuler les règles fondamentales de survie, naviguant entre une rigidité stérile et un chaos bouillonnant. Oui, Elle nous montre que la coopération et le partage de territoires peuvent émerger purement de la mémoire des guerres passées. tout à fait. Elle prouve qu'un changement minuscule dans un moteur mathématique génère des futurs alternatifs totalement divergents. Mm. Et elle nous laisse ériger et détruire des murs pour dicter les flux de migration. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie au final, au-delà du côté ludique du jeu divin avec des pixels intelligents? Eh bien, l'avancée majeure ici ne réside pas dans les modèles d'apprentissage eux-mêmes, qui sont finalement des algorithmes très classiques. La révolution, c'est le processus de découverte. C'est cette boucle de rétroaction instantanée entre la curiosité humaine et la puissance de calcul de la machine. La synergie homme-machine en direct. C'est exactement ça. Ce travail prouve que l'observation en temps réel, l'intuition de pouvoir changer une variable au vol juste pour voir ce que ça permet de soulever des hypothèses complexes qu'une IA, livrée à elle-même dans une routine d'optimisation fermée, n'aurait jamais isolées. Le message est clair. Dans l'étude des systèmes complexes, le rôle de l'humain n'est pas de laisser la machine chercher à sa place, mais de dialoguer avec elle. C'est un retour rafraîchissant à l'expérimentation tangible, presque artisanale en fait, au cœur d'un domaine souvent vu comme impénétrable. On sort du mythe de la boîte noire algorithmique qu'on subit pour entrer dans un modèle où on la sculpte avec nos propres mains virtuelles. Cela soulève une question importante quant à notre propre rapport aux algorithmes dans la vie de tous les jours. Si des équilibres aussi délicats dépendent de paramètres structurels quasi invisibles dans cette petite simulation, cela exige de nous une grande vigilance analytique dans le monde réel. C'est-à-dire, Les systèmes complexes qui régulent nos flux d'informations aujourd'hui obéissent à des contraintes similaires, de compétition et d'optimisation. Comprendre qu'un simple ajustement de température ou de variance peut tout faire basculer du chaos à l'ordre ou de la guerre à la coopération, c'est une sacrée leçon d'humilité mathématique. et ça laisse une empreinte durable dans l'esprit. On a passé tout notre temps aujourd'hui à observer au microscope comment la vie artificielle se dispute un petit carré de couleurs dans un navigateur web. Ouais. Mais on ne peut s'empêcher de faire un pas en arrière et de se poser une question assez vertigineuse. Si un univers numérique aussi minimal, peuplé d'à peine 5 petites espèces algorithmiques, est capable de forger une géopolitique si nuancée, C'est vrai que c'est troublant. si ces pixels sont capables de développer une dépendance vitale à leur propre histoire de conflit et d'inventer la paix simplement parce qu'un chercheur curieux a déplacé un curseur invisible de quelques dixièmes, dans quelle mesure nos propres écosystèmes, qu'ils soient nos organisations sociales, nos réseaux économiques ou même nos interactions quotidiennes, sont-ils gouvernés en ce moment même par des paramètres cachés? C'est une excellente question ouverte. Quelles sont les portes de croissance et les températures de compétition invisibles qui dictent nos propres comportements sans même que l'on s'en aperçoive? C'est une réflexion sur laquelle on vous laisse méditer aujourd'hui. Gardez un œil sur les règles invisibles de votre propre écosystème. À très vite.